Et moi, je suis saisie par ma première émotion, c'est j'ai compris, je vais perdre ma fille. Et voilà, il y a rien d'autre qui se passe en moi, comme si les choses étaient presque un petit peu déjà claires. Hello tout le monde. Salut la famille. Bienvenue sur le podcast C'est comment, qu'est-ce que c'est, vous le savez, c'est le podcast animé par un frère et une sœur inséparables. On est heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode après les épisodes spéciaux Saint-Valentin. Qui était incroyable d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. On Ouais. espère que ça vous a plu. Ça a bien cartonné sur les réseaux, hein. Ça a bien tourné quand même. Beaucoup de gens se sont sentis touchés par les couples qu'on a reçus, donc c'était cool. Et ouais, on continue notre saison avec un invité aujourd'hui. En effet, on continue notre saison avec un épisode assez spécial, je dirais aussi un épisode assez lourd, mais qui, à mon sens, est nécessaire et j'espère qu'il aidera beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi, forcément. Mais vous le comprendrez par le sujet que je vais évoquer après, qu'il touche plus particulièrement les femmes. Pour ce nouvel épisode, nous recevons notre invitée, j'ai nommé Amélie. Hello Amélie. Coucou, bonjour tout le monde. Tu vas bien? Je vais bien, Pas trop stressée? ça va. Ça commence va. à monter. Ouais, ça commence. tu veux, t'inquiète. Jusque-là, j'étais bien, mais non, ça va. Je suis contente d'être là et vraiment, j'espère pouvoir faire participer tout le monde à tout ce que j'ai pu traverser. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au micro de C'est comment. On sait que c'est un sujet qui est assez lourd. On va parler notamment d'accoucher d'un enfant mort-né. C'est une épreuve par laquelle tu as dû passer il y a presque 8 ans maintenant. Donc on va revenir dessus. Tu vas nous faire part de ton ressenti, de ton expérience. Et merci pour ça parce que je pense que c'est un témoignage très important. Et vous le savez, comme d'habitude, je fais un récapitulatif des faits avant d'enchaîner sur les questions de notre invité. Amélie, nous sommes donc en avril 2017. Tu es en couple avec le papa depuis 4 ans à ce moment-là. C'est un amour sain et fusionnel. Tu tombes enceinte. C'est une grossesse un petit peu surprise puisque toi, à ce moment-là, tu es sous pilule. Mais vous décidez donc de garder l'enfant. On arrive donc au dernier trimestre de grossesse, il y a une échographie et à ce moment-là, on se rend compte en fait qu'il y a plusieurs tumeurs au niveau du cœur de votre enfant. Et puis, quelques jours plus tard, on va découvrir aussi qu'il y a des tumeurs au niveau du cerveau. Donc là, il y a tout le process donc, de l'interruption médicale de grossesse qui est différent de l'interruption volontaire de grossesse où il y a une commission de médecins qui se réunissent pour rendre un avis sur la possibilité ou non. L'avis est favorable, est en faveur d'une interruption médicale de grossesse. La planification du rendez-vous se fait le lendemain de ton oral de sergent de pompier. Donc tu traverses cet événement, tu donnes donc naissance à ta fille Louisiane. On appelle ça l'accouchement d'un enfant mort-né. Voilà, c'est le terme. Il va y avoir des funérailles après cela. Et puis, 2 mois après, tu tombes enceinte de ta fille. Donc aujourd'hui âgée de 7 ans, qui se nomme Lil Wayne. Et donc, on va parler de cet événement, le deuil périnatal. Merci encore de ton témoignage qui est très important. Je vais donc enchaîner avec la première question qui est qu'est-ce que tu ressens le jour finalement où on t'annonce qu'il y a une tumeur au cœur, tumeur au cerveau et donc que tu vas devoir faire une interruption médicale de grossesse? Ça a été 2 étapes très distinctes. La première, quand on me parle de la première tumeur, je crois que je vais venir sur l'instinct. On en a parlé et tout de suite, on m'a rien dit. On m'a même pas dit une tumeur. La médecin, elle avait employé le mot grosseur. J'ai une grosseur. Et moi, je saisis tout de suite, en fait, vraiment que ce qui se passe n'est pas normal et ce qui se passe est grave. Mais la médecin, je pense, pour des raisons purement médicales, s'engage pas trop et nous dit, voilà, il y a une grosseur au niveau du cœur, il faut qu'on pousse les examens dans un endroit beaucoup plus spécialisé. Et moi, je suis saisie par ma première émotion, c'est j'ai compris, je vais perdre ma fille. Et voilà, il n'y a rien d'autre qui se passe en moi, comme si les choses étaient presque un petit peu déjà claires. Et après, je réalise plus quand on sort du rendez-vous, parce que mon conjoint a pas du tout saisi et eu le même sentiment que moi. Et je me suis dit, bon, peut-être que j'exagère un peu, je sais pas trop. Bref. Et après, par contre, quand on me parle d'interruption médicale de grossesse, là, je suis pas du tout saisie de la même émotion parce que j'avais la chance d'être entourée d'amis.
Et les amis, c'est bien dans les bons moments, mais c'est aussi très bien dans les mauvais. Et j'ai une amie qui travaille dans le corps médical qui, forcément, j'ai eu plein de coups de téléphone quand on a eu cette annonce, qui m'appelle et qui me dit moi, je te préviens, je pense qu'au prochain rendez-vous, la généticienne elle va vous parler d'interruption médicale de grossesse, donc prépare-toi. Et les amis, ça sert aussi à ça. Voilà. En fait, sur le coup, ça a saisi, mais arrivé devant la généticienne, quand elle nous parle d'interruption médicale de grossesse, je suis prête. Je suis prête. J'ai réfléchi, je suis assez cartésienne. À la trisomie, on s'était mis d'accord sur ce que nous, on souhaitait. Je juge aucune personne, mais nous, on ne se sentait pas capable, on ne se sentait pas d'avoir les épaules d'élever un enfant trisomique. Et parfois, la question se pose dans les couples. Nous, on avait notre réponse. Voilà. Donc, quand il se passe ça, un dernier trimestre de grossesse, moi, ma réflexion, c'était la même. Ma tête, elle a fait le même circuit, quoi. Notre enfant, on comprend qu'elle a une maladie grave, très grave, avec les symptômes les plus graves de la maladie qui pouvaient exister. Donc voilà, pour moi, l'issue... J'avais déjà fait mon bonhomme de chemin quand on m'a parlé d'interruption médicale de grossesse, grâce à mes amis et grâce à la logique que je pouvais avoir auparavant. Je pense que j'ai plus été saisie en termes d'émotion quand on m'a dit qu'il y avait une grosseur, quand la gynécologue m'a dit qu'il y a une grosseur. Je ne sais pas ce que c'est, mais il faut qu'on creuse. Que quand la généticienne nous a convoqués 10 jours après pour nous dire là, on n'a pas le temps de faire d'amniosynthèse. On n'a pas le temps parce que vous êtes trop près du terme, on n'aura pas les résultats à temps, on ne sait pas si ça va être la maladie génétique que je suspecte ou pas. Voilà, il faut que vous posiez cette question. Après, on a été placés à l'écart pour réfléchir à ce qu'on voulait faire parce qu'on avait un seul examen médical en faveur de cette maladie. Et pour faire une interruption médicale de grossesse, il faut 2 examens médicaux qui suspectent cette maladie, puis une commission de médecins qui dit « Ok, on peut faire une interruption médicale de grossesse, on ne choisit pas comme ça. » Et puis, la nature est bien faite ou pas bien faite. Moi, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Quand on a fait l'IRM cérébral, ça a confirmé, elle avait le cerveau plein de tumeurs. Et la commission médicale nous a suivis dans notre choix, quoi. D'avoir recours à l'interruption en fin de grossesse. Et puis aussi un peu pressé par le temps, malgré tout, parce que y a des gens qui accouchent un petit peu avant le terme. J'étais très, très active pendant mes 2 grossesses, celle-ci et la suivante. Et voilà... là, on se met un peu au repos, quoi. On essaye de... Une fois qu'on est clair avec ce qu'on veut, il faut continuer dans ce sens, quoi. Alors, les choses font que tu dois passer ton examen, du coup, la veille de l'accouchement. Comment tu le vis à ce moment-là, quand tu arrives à l'examen et tu dois le faire quand même? Je suis allée à cet oral de sergent enceinte. Je sais pas comment dire. J'ai quelques souvenirs, mais étrangement, je n'ai pas de souvenirs de tout dans les détails. J'avais accédé à une préparation à ce concours. Donc, forcément, les candidats qui étaient avec moi, je les avais côtoyés auparavant. Donc, la plupart savaient que j'étais enceinte. Tout allait bien. Le jour des préparations, le jour des écrits, tout se passait bien. Donc, quand on arrive dans la salle d'attente, les regards sont un peu différents parce que forcément, l'histoire a fait un peu le tour. Et moi, j'avais demandé aussi à ce que tout le jury soit au courant, quoi, qu'il n'y ait pas de... De maladresse? Oui, voilà, de maladresse, parce qu'en fait, on peut en vouloir à personne, c'est la vie, c'est comme ça, mais voilà, qu'il n'y ait pas de maladresse ou de choses qui auraient pu me déstabiliser parce que c'était vraiment... En fait, c'est pas frais, là, rien n'est engagé, donc voilà, ça a été respecté. Et juste, malheureusement, une candidate qui s'installait à côté de moi et qui n'avait pas vu que j'étais enceinte pendant la préparation et qui m'a dit « Wow, t'es enceinte ?» Bon, voilà, là, faut se reprendre. Voilà, je me suis dit, j'ai choisi d'être là. Voilà, j'aurais pu ne pas être là. Maintenant, il faut y aller. Donc, je suis rentrée dans cette salle et ça s'est bien passé. Vraiment, quand je suis rentrée devant le jury, j'étais dans ma bulle. J'étais dans ma bulle. Je savais pourquoi j'étais venue et je me suis dit, en fait, c'est une chance. Après tout, on m'a laissé cette chance. Je l'ai saisie. C'est que ça devait se passer comme ça, quoi. Donc, malgré tout, j'ai quand même des bons souvenirs. Et finalement, tu réussis l'examen. Et je réussis Donc, l'examen. c'est une belle chose quand même.
Eh bien, je crois que j'apprends que j'ai le concours de sergent le jour de son enterrement. Voilà. Donc, comme certains diraient, dans le négatif, il y a toujours du positif. Bon, bah, moi, c'était mon petit positif, quoi. Ça a Ouais. été vraiment une succession d'émotions finalement. Ben Donc oui. on l'a dit, tu passes Mm. cet oral. Le lendemain, c'est la date donc de l'accouchement. Une question forcément qu'on avait envie de poser et on sait qu'elle est aussi difficile, mais c'est est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe? Parce que je crois aussi que quand, enfin, on ne pense pas forcément à ça avant ou même quand on est enceinte. Et finalement, il y a beaucoup de questions qu'on se pose par rapport à ce moment-là, des choses que tu nous as partagées, hein, d'ailleurs en pré-entretien et pour lesquelles on te remercie. Mais c'est vrai que quand on ne sait pas du tout, on ne sait presque pas à quoi s'attendre. Et donc, d'avoir un témoignage comme le tien est important aussi de pouvoir, voilà, un petit peu retracer sans forcément aller dans les détails, mais d'expliquer finalement comment ça se passe. Par exemple, tu disais le fait qu'on arrête le cœur du bébé avant. C'est vrai que moi-même, je ne savais pas. Moi non plus. Quand on Ouais, t'a eu on en savait pas du pré-entretien, tout. c'est des choses qu'on ne savait pas du tout. Mm. Et donc voilà, est-ce que tu peux un petit peu expliquer comment ça se passe? Bah, l'accouchement, si j'avais une phrase pour le résumer, l'accouchement d'interruption médicale de grossesse, au final, c'est comme un déclenchement, hein. Les femmes qui se font déclencher pour problème médical ou risque de la maman, du bébé ou terme dépassé. Et ben, j'ai eu le sentiment d'être un peu dans ces conditions-là. On prend rendez-vous, donc moi j'avais pris rendez-vous avec le gynécologue. On va en salle de maternité et d'accouchement comme tout le monde, parce que forcément il n'y a pas d'unité. En tout cas, là, moi où j'ai accouché, il n'y avait pas d'unité dédiée uniquement aux enfants qui naissaient décédés. Donc on va dans les salles où tout le monde accouche. Voilà. Et puis bah, après, typiquement, comme le déclenchement, la perfusion avec les hormones, on vous propose la péridurale. Bon, forcément, je l'ai accepté parce que bon, la douleur mentale, c'est une chose, mais associée à la douleur physique, je me suis dit, bon, je vais, entre guillemets, m'offrir ce cadeau de pas trop souffrir physiquement. Et, euh, et puis, bah, c'est parti. Donc, moi, c'était une toute première grossesse. Je pense que beaucoup de femmes pourront dire que leur première grossesse, leur premier accouchement, c'était les plus longs. J'étais 24 heures en salle d'accouchement. Donc, j'ai eu de la chance, hein. Le papa était là, il se relayait avec ma maman qui avait fait la route pour venir. Parce que moi, une fois que j'ai en salle d'accouchement, je peux pas sortir et faire des allers-retours. J'accouche dans les salles à côté des mamans que j'entends accoucher avec leur bébé qui pleure. Et puis, on avait demandé, donc ça, c'est pas une obligation, mais on avait demandé qu'il y ait une autopsie. Parce que comme à la fin, on avait été pris de court, un peu pour vraiment mettre un nom sur la maladie, savoir quel gène était touché ou défaillant, moi, j'avais ce besoin d'éclaircir les choses. Donc, aller voir chez elle quel gène était défaillant et voir si moi ou le papa étions porteurs, et puis même pour l'avenir, plus tard, voilà, s'il y avait d'autres grossesses. Donc, au moment où ils font l'autopsie, où ils rentrent l'aiguille au niveau du ventre, ça, par contre, j'ai vraiment un souvenir de grosses douleurs, malgré la péridurale. Physiquement, c'était assez dur. Ils font les prélèvements qu'ils ont à faire. Et puis, bah, une fois que les prélèvements sont finis, ils me disent, bah, on va stopper le cœur. Donc, bon. Bah, de toute façon, vous êtes là, voilà. Et donc, après, ils annoncent le score, le cœur est stoppé. Petit moment de blanc, on prend cette décision, mais bon, finalement, on n'est jamais prêt. Et puis moi, jusqu'à la dernière seconde, je sentais ma fille bouger. Donc, ça fait froid dans le dos. Voilà, je me sentais pas bien. En fait, à ce moment-là, la salle d'accouchement, pour moi, elle a revêtu une autre couleur. Enfin, c'est trop bizarre. C'est plus une salle d'accouchement voilà, ça devient un peu morbide. Bon, j'avais fait le nécessaire, j'avais pris plein de jeux, de lectures et tout pour que le papa et moi nous occupions, parce que c'est vrai que j'avais pas trop de notion de temps, heureusement, parce que 24 heures, c'est long. Quand même loin. Ça a été très, très long. Et puis bon, bah après, j'ai accouché de ma fille, hein, décédée. Et là, encore une fois, l'équipe médicale, au top. Au top du top. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, même avant que j'accouche, vraiment, ils ont été aux soins. Et je souhaite à toutes les mamans qui vivent ça d'avoir une équipe autour.
autant ouverte d'esprit et pas dans le jugement et à l'écoute du besoin de la maman. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de voir leur enfant tout de suite. Il y en a d'autres qui vont demander un temps de recul et puis plus tard, nu, habillé. Et moi, ils m'ont laissé toutes les options. Et ça, j'y avais pas forcément pensé ou réfléchi. Et quand on vous propose les options, bon, de toute façon, depuis quelques semaines, vous êtes habitué à réfléchir en accéléré, mais on réfléchit quand même. Et puis, donc moi, on avait demandé à la voir après, un peu nettoyée. Voilà, c'était mon besoin, je regrette pas du tout. Euh, et puis, ben, comme je vous avais dit après, j'ai fait appel à une association, mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir. On a des questions là-dessus, Ouais, ouais, on tout y à reviendra. fait. Après. Moi, j'avais une question pour toi. Je voulais savoir, après ce qui vous est arrivé, est-ce que vous en voulez au monde? Est-ce que vous vous dites, on est maudit, on n'a pas de chance? Tu vois, il y a toujours ce rapport un peu au destin, à Ouais. la foi, peut-être la croyance en Dieu, la croyance au destin, au hasard. Qu'est-ce qu'on se dit quand on vit un truc aussi lourd? Dans toute étape du deuil, il y a l'étape de la colère à un moment. Donc, faut la laisser venir. Elle est normale. Bon, pendant un moment, j'ai été beaucoup en colère, mais ça, c'est parce que avant et après, j'ai été avec les mamans qui étaient dans des unités accouchement difficiles. Et j'en voulais beaucoup aux mamans que je voyais sortir, fumer 3-5 clopes d'affilée, pendant que moi, j'étais là en temps d'attendre d'un enfant, enfin d'accoucher d'un enfant décédé, alors que j'avais eu une hygiène de vie irréprochable, que je faisais du sport, que je buvais pas, que je fumais pas, tout ça. Donc voilà, c'est un épisode de colère. Maintenant, c'est ravalé, j'en veux à personne. Les gens font strictement ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de colère. Vraiment. J'ai eu beaucoup de colère. Et puis, bah, avec le temps, ça s'estompe. Avec le travail de deuil, ça part. Et puis, bah, c'est le destin. Il n'y a pas de hasard dans la vie. La preuve, je suis là, c'est que quelque part, j'ai réussi à en faire un petit peu ma force, la personne que je suis. Bon. Euh, ouais, je me dis, c'est comme ça, je devais vivre ça. Et puis, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ben, on attribue aux meilleurs combattants les combats qu'ils peuvent combattre. Enfin, je me suis dit, bon, bah, c'est que c'était pour moi, pour nous, et puis c'était comme ça. Pour le coup, j'ai baigné un peu dans la foi parce que mon père allait beaucoup à la messe, tout ça. Ça a été un petit peu coupé, et là, j'y suis revenue tout de suite. Et ça a dû participer à mon deuil. J'y suis revenue et vécu des choses extraordinaires vis-à-vis de ça. Je- c'est une anecdote parmi tant d'autres, mais comme je suis pompier, euh, tournée de calendrier annuel. Quand on a fait une semaine avec le papa ailleurs, précisément vers le Mont-Saint-Michel, et quand je suis entrée dans une église, je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti que je devais retourner voir une dame que j'avais vue sur ma tournée de calendrier. Je suis retournée frapper. Et c'est elle qui m'a ramenée à la foi et dans l'église. Et depuis, on se voit toujours. Donc, c'est le destin, c'est des rencontres aussi, parce que maintenant, c'est devenu ma grand-mère d'adoption. Et puis voilà, c'est des bonnes choses, quoi. J'ai plus de colère. Je Ouais. remercie voilà, la vie pour ce que ça m'a apporté. Ah, il y a eu, tu l'as dit, hein, des moments de colère, ça fait partie du processus de deuil. Quelque chose dont tu nous as fait part aussi en pré-entretien, c'est que le papa, lui, notamment lors de l'accouchement, a été assez passif. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends? Est-ce que c'est quelque chose que tu as compris à ce moment-là ou que tu as compris peut-être avec le recul aussi? Tout comme tu le dis, à un moment, tu étais en colère, aujourd'hui, tu l'es plus. Quelle est ta vision vis-à-vis de ça? Bah, ma vision actuelle, elle est, parce que j'ai la chance d'avoir fait un bon travail de deuil. Déjà, je ne l'en voudrais jamais. Jamais, parce que à chacun ses étapes de vie au moment de sa vie, on ne traverse pas toutes les mêmes au même moment. Et que bah nous, cet enfant, on le porte, on le sent. Et c'est vraiment extrêmement compliqué pour, je pense, je parle pour un papa, de comprendre que son enfant va naître décédé. Et je pense que ce côté, je dirais même pas passif, peut-être un peu absent émotionnellement sur le moment, c'était pour se protéger. Parce qu'il faut le temps de tout engranger. Je pense que c'est pas simple. D'ailleurs, chacun a fait son deuil de manière très très différente. Et c'est aussi pour ça que les hommes et les femmes fonctionnent différemment de base. Donc là, dans ce cas-là précis, encore plus.
Et il a subi tout autant que moi, chacun à sa façon et chacun a mis en place ce qu'il pouvait pour traverser ce deuil dans des temps très différents. Je suis de nature à, à rassembler tout ce que je peux faire et à faire tout d'un coup pour que ça aille vite et que les choses soient faites sans regret. Et je pense vraiment qu'il a subi jusqu'à ce que les événements fassent qu'il réalise. Et les événements qui sont l'accouchement, l'enterrement, tout ce qui a suivi, les papiers. Parce que tout le monde le sait, quand il a vécu un deuil, quoi que ce soit, il y a de la paperasse, il y a de l'administratif à faire. Enfin, c'est des choses qui ramènent à la réalité. Et je pense que c'est ce que lui a permis de le ramener à la réalité, mais un petit peu à contretemps par rapport à moi. Comment vous avez géré tous les deux le regard des autres, le jugement un petit peu sur ce que vous avez vécu? On était fusionnels. Moi, je pense que je me suis vraiment mise dans ma bulle. Vraiment. Et je me suis absolument pas posé la question au moment de ce que je vivais, de ce que les gens pensaient de moi. Par contre, je me la suis posée quand il s'est posé la question que j'allais reprendre le boulot. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que les gens vont penser? J'avais envie de tout sauf d'avoir un regard de pitié ou quoi que ce soit. Ça, vraiment, c'est le plus gênant. Les gens, ils sont gênés. Nous, on l'est autant. Euh, J'avais fait le nécessaire pour que tout le monde soit au courant de mon histoire, qu'il n'y ait pas de bourde et que si j'en parle, j'en parle. Si j'en parle pas, c'est que voilà, il n'y a pas besoin d'en parler. Donc le jugement des gens après, pendant, je m'en suis pas trop posé la question. D'ailleurs, je me suis même pas du tout posé la question parce que quand il a fallu faire venir, parce que j'ai voulu faire venir une association pour prendre des photos de notre fille, si j'avais écouté ou prêté attention au jugement des gens, je pense qu'il ne serait jamais venu et qu'au jour d'aujourd'hui, j'aurais tous les regrets de toute ma vie. Donc, quand on traverse et qu'on est vraiment les pieds dedans, pour moi, les jugements, ils pouvaient me passer au-dessus. Les jugements, ils arrivent quand on remet un peu le pied dans la réalité et que la vie redevient un peu celle qu'elle était avant. On va parler notamment du processus de deuil. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a aidé dans les moments difficiles? Tout à l'heure, tu l'as dit, hein, c'est notamment les amis. On voit aussi qui est là dans les mauvais moments. Mais qu'est-ce qui t'a aidé? Déjà, je dirais la psy. Ensuite, je dirais les témoignages de personnes dont je me suis rapprochée quand j'ai su ce qui m'arrivait, que j'ai écouté, qui m'ont conseillé sur leurs plus gros regrets, de ne pas avoir de photos, de ne pas avoir de souvenirs, de ne pas avoir fait d'enterrement. Et vraiment, c'est ces rencontres de ces personnes-là qui m'ont aidée et qui tout de suite m'ont mis dans une démarche, ok, il me faut des souvenirs. On va faire un enterrement. On va choisir une tenue. Et là, je me rapproche d'une association dont on m'a parlé, d'intérêt public, reconnue par la République française. L'association Souvenange, qui vient prendre des photos de l'enfant né décédé. Photos d'une douceur extrême, parce que ils ont les formations nécessaires, les photos sont faites vraiment avec bienveillance. On vous laisse le choix de venir, de ne pas venir. Photographe très très disponible, hein, parce que en fait on appelle quand on accouche et eux ils partent de là où ils sont pour venir à la maternité. Donc ça, cette association et cette photographe qui je pense se reconnaîtra, qui était venue le jour de mon accouchement à la maternité, c'est des gens qui m'ont permis de m'aider, les amis. Je remercierai toujours les amis qui ont eu le courage de nous inviter, pas tout de suite, mais très rapidement à un repas. Après un enterrement, pas facile de faire venir les gens chez eux quand ils ont vécu ça. Parce que, oui, les apéros, les repas, c'est bien quand tout va bien, mais quand tout va mal, c'est quand même des étapes compliquées. Donc, les gens et les amis qui m'ont invité, qui m'ont pas lâché, qui ont participé à nous faire un peu la tête hors de l'eau. Forcément, ma belle famille, parce que dans ces moments-là, on est bien partout sauf chez soi. Trop de souvenirs, une chambre qui était prête, des affaires qui étaient prêtes, une armoire bref, tout. Et donc, revenir chez soi avec tout qui est prêt, non, j'étais pas prête. Donc, ça m'a aidé. C'est vraiment ça m'a vraiment aidé. Cette coupure ailleurs, avec des gens qui étaient là pour nous soutenir, nous aider. Après, forcément, moi, mon échappatoire de
de tout le temps, c'est le sport. J'ai repris assez rapidement. Et puis le travail. Je sais pas si c'est comme beaucoup de pompiers, mais bon, bref. En fait, j'ai vite remis le nez dans le travail dès que j'ai pu. Je suis tout de suite retournée au boulot. J'ai repris tout de suite de manière opérationnelle. Tu veux reprendre dans les bureaux. Souvent, quand les femmes, elles accouchent, on les fait reprendre un peu en service hors rang. Donc, on peut pas aller dans les urgences. Moi, j'ai dit non. Là, j'avais besoin de mouvement, quoi. J'avais besoin de Mm. dynamique. C'était bon. C'est cet ensemble de choses qui m'a probablement aidé à refaire surface. C'était quoi votre rapport à la solitude dans ces moments-là? Votre couple déjà par rapport à ce que vous avez vécu, mais même toi en tant que femme qui a porté l'enfant, est-ce qu'il y a une solitude qui se dégage de personne ne peut vraiment me comprendre, je suis un peu seule dans ma bulle? C'est quoi son rapport à la solitude à ce moment-là? Bon, tu disais qu'il y avait votre entourage, il y a eu voilà, ton travail, t'as eu beaucoup de gens autour de toi, mais est-ce que malgré ça, on se sent quand même profondément seul et incompris? Vraiment, au début, j'étais tellement triste que bon, les gens étaient là. Je me suis pas sentie seule, par contre, oui, incomprise. Incomprise parce que il y a beaucoup de gens, mais c'est humain, qui ramènent à ce qu'ils ont vécu. Et oui, moi aussi, j'ai fait une fausse couche. Oui, moi aussi, j'ai fait une interruption volontaire de grossesse. Oui, c'est une étape, mais c'est pas la même. C'est pas la même. Parce que moi, c'est les différences que je vois. Peut-être qu'il y a des gens qui n'y voient aucune différence, mais moi, sur le moment, vraiment, dans ma solitude profonde de ce que je traversais, eh ben, je dis non, c'est pas la même chose. Non, non, c'est pas la même chose. Et ça, je me le suis répété un certain nombre de fois parce que je me disais, une fausse couche, malheureusement, le cœur de l'enfant s'est arrêté de manière spontanée. Enfin bref, il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Moi, il y a un médecin qui est venu stopper le cœur de mon enfant, quoi. Donc je me dis non, c'est pas pareil. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, mais c'est maladroit et je leur en veux pas du tout, qui faisaient allusion à ce genre de vécu. Je le respecte, mais moi là, je me suis sentie seule. Dans ces moments-là, profondément seule. Parce que j'avais pas envie de dire non, mais moi c'est pire, déjà. Parce que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu comme je l'ai vécu, mais il y a quelqu'un qui peut vivre de manière 2 fois plus compliquée, une fausse couche. Enfin, on ne sait pas à quel moment de notre vie on est, si on est bien, est-ce qu'on va être prêt à franchir cette montagne qui se présente à nous, on ne sait pas. Mais là, je me suis sentie très très seule dans ces moments-là. C'est vrai, c'est ce Ouais. qu'on dit souvent, toi et moi, tu sais, à chaque fois qu'on est au travail et qu'on dit nos problèmes, les collègues, ils sont toujours, ah ouais, mais moi j'ai vécu ça, nanana. Et je suis sûr que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, toi aussi. Ouais, c'est vrai Ça me que parle je pense que beaucoup. c'est assez humain, les gens ont tendance à le faire, mais je crois que c'est pas forcément parce qu'ils veulent mal faire. Au contraire, je pense que c'est parce qu'ils veulent bien faire et de dire, en gros, tu vas t'en sortir. Enfin, ils essayent d'avoir des mots justes, mais qui finalement ne le sont pas. Et en fait, on essaye à chaque fois de faire le parallélisme avec des choses qu'on a vécues, sauf que comme on le dit, et chez C'est comment, c'est ça aussi le propos, c'est que le ressenti est propre à chacun. Et donc la manière dont moi je ressens les choses n'est pas la manière dont toi tu vas ressentir les choses. Et c'est quelque chose que tu as très justement dit d'ailleurs tout à l'heure par rapport au processus de deuil entre toi et ton conjoint. Vous l'avez fait de manière totalement différente. Donc c'est vrai que je pense pas qu'on peut leur en vouloir, mais on peut comprendre qu'on se sente seul et dans l'incompréhension totale quand on est face à ce genre de commentaires. Ouais, carrément. Comment ça se passe le processus de deuil? Parce qu'en fait, en tant que maman, on a porté l'enfant. Tu l'as dit, tu l'as senti jusqu'au dernier moment. Donc, on a senti un enfant vivant et quand on le voit, il est plus vivant. Un peu ce décalage, tu vois, de je le sens, je sais qu'il est là, mais quand j'ai la possibilité de le voir, je le sens plus finalement. Tu vois? Donc comment est-ce que ça se passe, cette étape? Et est-ce que peut-être toi, dans les derniers jours, est-ce que tu avais tendance à lui parler? À lui dire, que c'était ses derniers jours, c'était vos derniers moments ensemble? Ça me parle beaucoup, ça, parce que on avait fait de l'autonomie. Donc, c'est justement une manière pour que le papa communique un peu davantage avec l'enfant, sachant qu'il est à l'extérieur. Et c'est vrai que rien qu'avec les mouvements de main du papa sur ce ventre à ce moment-là, notre fille était très réceptive. Donc, quand on a su ce qui se passait, tous les soirs, on parlait avec elle, elle bougeait. Enfin, voilà, il y avait cet échange qui forcément a participé aussi au deuil, c'est sûr. Puis cette manière de se dire, bah, en fait, on va la laisser partir, c'est expliqué, c'est serein.
Donc il y a eu ce partage. Et après, par contre, le décalage, je crois que ça fait partie des étapes les plus dures où on sent l'enfant vivant, effectivement. Elle naît décédée et il y a aussi tout le reste, les montées de lait. Parce que du coup, l'enfant est décédé, mais le corps, il continue à vivre dans le sens où l'enfant est vivant. Et ça, c'est hyper perturbant, très dur à vivre. On voudrait que ça aille vite, que le temps fasse les choses, mais le corps, il nous ramène à ça. Non, 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 tu vas produire du lait. Bah oui, mais mon enfant est décédé. Eh ben non. Ça, pour moi, ça a été une étape un peu compliquée, même si j'ai réussi à l'atténuer, je veux pas dire rapidement, enfin du mieux que j'ai pu. Mais ça fait partie de l'étape, mais c'était vraiment une que je classerais dans les plus compliquées à vivre. Ah ouais. Faut être prêt. Faut être prêt. Et puis tout le reste, hein, après un accouchement, le corps continue à saigner. Enfin voilà, je vais pas l'apprendre, mais les mamans portent des couches pendant quelques jours et tout. Bon, ben, moi, j'ai vécu ça, mais sans la présence de mon enfant derrière. Et ben, voilà, on subit vraiment que les mauvais côtés sans pouvoir. Le corps continue à vivre dans le sens où il y a un enfant et là, il n'y en a pas. Alors, je rétropédale un petit peu sur une étape importante que tu as vécue, c'est cette fameuse photo qui te tenait tant à cœur. Tes proches n'étaient pas d'accord, toi tu voulais absolument faire cette photo. Pourquoi tu y tenais tant? Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu peux revenir sur cette étape de la photo qui est importante à tes yeux quand même? C'est même plus qu'une photo parce que c'est complètement un dossier photo. Je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de photos, je ne dirais pas précisément. Et bah ça, c'était un peu mon combat qui correspond à ma personnalité. Je peux entendre que ce soit pas de l'avis de tout le monde et que on peut penser ce qu'on veut. Mais pour avoir entendu les témoignages de mamans qui m'ont dit bah moi j'ai vécu la même chose que toi précisément, mais au jour d'aujourd'hui j'ai plus de souvenirs. En fait, les seuls que j'ai sont dans ma tête, sont en moi. C'est une chose, on le dit avec les réseaux sociaux maintenant, les meilleurs souvenirs qu'on a et tout dans la tête. Mais j'ai entendu vraiment cette détresse en elle et je me suis dit, moi, je peux pas avoir ce regret. Ce n'est pas possible. Même si ça va être dur de franchir cette étape, je vais la franchir parce que dans 10 ans, je veux pas rencontrer une maman qui vit la même chose et dire, bah, moi, mon plus gros regret, c'est de pas avoir fait de photos souvenirs, alors que là, on m'en avait parlé et que j'avais l'opportunité, que j'avais commencé à contacter l'association, quoi. Donc, quand j'ai commencé à contacter l'association, fidèle à moi-même, sans en parler à personne, et ben, à un moment, on est obligé d'en parler à son entourage. Et là, c'est vrai que j'ai un peu dû faire face à des désaccords, pas forcément du jugement, des gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça complètement Glauque. glauque, que voilà, qu'il fallait pas faire ça. Et là, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté, j'ai dit il faut y aller. Et au final, ça s'est vraiment bien passé parce que, quand encore aujourd'hui on me dit t'as fait une fausse couche, t'as fait un IVG. Non, je n'ai pas fait une fausse couche, j'ai un IVG parce que moi aussi j'ai des photos souvenirs de ma fille comme toi tu en as alors que tout va bien. Parce que maintenant les photographes, ils viennent dans les maternités faire des photos, des mains, des pieds parce que tout est beau. Mais au final, moi, de ma fille, j'ai les mêmes souvenirs. Et ça, pour moi, c'est vraiment une force, quoi. Et c'est aussi rendre un peu légitime ce que j'ai traversé, que les gens m'aient vu à cette période ou m'aient pas vu. Voilà, j'ai ça, quoi. Aussi un peu parce que ça fait partie de l'histoire familiale et que pour moi, on ne pouvait pas l'obstruer. Je me devais que si j'avais des enfants derrière, pouvoir expliquer, montrer, voilà. C'était pour moi, ça, c'est le devoir d'une maman. Tellement de familles qui n'expliquent pas autour d'eux ou à leur enfant. Et c'est marrant, j'en ai encore parlé la semaine dernière. On évolue de nos racines. Si on ne connaît pas nos racines, on évolue beaucoup moins bien. Donc les secrets de famille, je les respecte, c'est une chose, mais moi, je ne suis pas du tout pour ça. Et ma fille, en tant que maman, je veux qu'elle sache tout. Voilà. Donc c'était mon devoir de maman pour ma fille qui est là aussi. Et puis ben voilà, après ça s'est fait, j'ai presque envie de dire tout naturellement. On nous a laissé le choix. Est-ce que vous voulez qu'on l'habille nous-mêmes? Est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez être là? Est-ce que vous voulez pas être là? Nous, on a pris la décision d'être là, de l'habiller nous-mêmes. On s'est dit, ben voilà, pareil, on le fera une fois dans notre vie, ça sera cette fois-ci. Et on aura des souvenirs. Donc, on a même été pris en photo en train de l'habiller.
Et puis, c'est pas des photos qu'on affiche dans le salon, mais c'est des photos qu'on garde dans le fond du tiroir et c'est une case qui, pour moi, me semble importante. Vous les regardez souvent ou ça reste là où c'est? Au début, souvent, pendant mon processus de deuil, souvent. J'ai des amis très ouverts sur le sujet, avec qui j'en ai parlé sans tabou, qui parfois m'ont dit ben, nous, on aimerait bien voir. Je mets aucun filtre là-dessus. Au contraire, je pense que c'est important que les gens se rendent compte parfois que l'accouchement, eh ben, c'est pas que tout beau, tout rose et tout se passe bien. Et là, je vais pas vous cacher que ça fait un moment que je les ai pas regardés. Mais en fait, je laisse les choses venir. Quand j'aurai envie, je les regarderai. Et puis, en attendant, je sais que je les ai. Et puis, voilà. Ma fille m'a demandé de les voir. Mais je retiens un petit peu. Voilà, à chaque âge, ses étapes. Et pour moi, avoir 7 ans, c'est un peu jeune. Voilà. Donc à ta fille, tu lui as expliqué ton histoire. J'imagine que tu as dû lui dire qu'elle avait une grande sœur, tout ça. Quelle est ta relation justement avec ta fille aujourd'hui? Est-ce que cette histoire a pour toi une incidence sur la relation que tu as et que tu développes tous les jours avec Lil Je suis forcément fusionnelle, on va y venir avec ma fille. Et je lui dois la transparence parce que pour moi, c'est ce qui fera son équilibre plus tard. Et même s'il y a des moments difficiles, moi, j'aime bien parfois lui dire et qu'elle comprenne que oui, dans la vie, il y a des étapes difficiles, mais qu'il y a des solutions pour les surmonter. Et franchement, elle a su très très jeune. Je crois qu'elle a même su avant de rentrer à l'école qu'elle avait eu donc effectivement une grande sœur. Et au début, elle avait juste la notion qu'elle avait une grande sœur au ciel. On était resté très très abstrait. Elle arrive à l'école, elle a commencé à poser un peu des questions parce que les amis d'école avaient des vraies grandes sœurs à domicile. Et du coup, elle comprenait pas trop. Donc là, je suis rentrée un petit peu plus en lui disant maman, elle était enceinte de toi, mais elle était aussi enceinte jusqu'au bout d'une autre sœur. Et malheureusement, elle était malade. Voilà. Je suis jamais rentrée dans les détails de la maladie, encore moins dans la façon dont l'IMG s'est passé. Voilà, je dis qu'elle avait une maladie tellement grave que elle pouvait pas vivre sur Terre et que voilà, son cœur s'était arrêté et je l'ai envoyée sur la tombe. Alors, très rarement, mais de temps en temps, elle réclame beaucoup. J'essaye de répondre au maximum, mais aussi en la protégeant. Et oui, comme elle arrivait 1 an après, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est le bonheur, un enfant. Et donc, moi, j'ai mesuré ma chance d'avoir ma fille en pleine santé. Bon, on y reviendra parce que les débuts ont été un peu stressants et angoissants, forcément. Mais en pleine santé, ça, pour moi, on est complètement fusionnel, enfin, sur tout point de vue. Mm. Déjà à 7 ans, on n'a pas vraiment besoin de se parler, on se regarde, on sait. Est-ce que tu penses que ça a été un peu un pansement, ce deuxième enfant? Je sais que c'est un peu dur dit comme ça, mais forcément, on est obligé de se poser la question. Parce que quand on vit un événement aussi difficile et après un événement aussi joyeux, on se dit qu'il y a peut-être un côté qui vient contrebalancer. C'est peut-être plus approprié comme terme, ouais, contrebalancer. C'est pas anodin ce que tu dis, tu vois. Enfin, moi, je l'accepte complètement. Et pour exemple, il y a pas longtemps, notre fille a été consulter une sophrologue. Et la sophrologue lui dit, tu es née de quoi? Je suis née après ma petite sœur. Après ma grande sœur, pardon. Et là, waouh, moi, je suis restée scotchée parce que, en fait, j'ai presque voulu lui couper la parole, mais je me suis un peu retenue. Je dis non, mais si ma fille se résume sa présence sur Terre à je suis née après quelqu'un ou parce que j'ai une grande sœur qui est morte, je me suis dit, bon, là, on a loupé un épisode. Donc, je pense que naturellement, oui, il y a eu cet effet enfant pansement. Pendant cette session chez la sophrologue, je me suis empressée de dire à ma fille quand même qu'elle était née d'un amour fusionnel. Ne l'oublions pas quand même, la plupart des enfants naissent, beaucoup d'enfants naissent sous le signe de l'amour, heureusement. Mais finalement, cette petite séance, ça fait du bien pour lui rappeler un peu qu'elle était née d'un amour et qu'elle ne peut pas se redéfinir l'enfant un peu pansement. Bon, évidemment, elle n'a pas encore ces termes. Mais sa réaction,
m'a vraiment fait penser la même chose. Et là, je me suis dit, oh, il y a encore un petit travail. Donc, mais c'est intéressant de mettre cette réalité sur la table. Parce que oui, après une tristesse, on se procure une joie comme on peut. On cherche du réconfort aussi. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Au moment du pré-entretien, on t'a posé la question qu'on pose d'ailleurs à tous nos invités. Quel est ton pire souvenir? Et le pire souvenir que tu nous as mentionné n'était pas celui-ci. Tu nous as dit que cet événement-là, ça fait partie de ton histoire. Tu l'as finalement accepté. Comme tu dis aujourd'hui, tu en fais quelque chose. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le recul que tu as par rapport à cet événement tragique? C'est pas l'événement le pire parce que enfin, il y a des gens, ce sera probablement le pire de leur vie. Moi, ça a été tragique, mais j'essaie tout le temps de tirer le positif dans le pire qui puisse arriver. Et avec du recul, j'ai appris à me dire, mais en fait, heureusement qu'à la dernière échographie, la médecin a vu la tumeur. Parce que sinon, je n'arrive pas à me projeter. Vieillir avec un enfant plus qu'handicapé, ou peut-être vivre la mort à l'accouchement sans s'y être préparé. Et tout de suite, j'ai essayé d'en faire une force et de me dire tout ce qui est arrivé, ça n'a pas de hasard, ça s'est passé comme ça. On a fait du mieux qu'on pouvait et pris les décisions qui nous semblaient les plus en accord avec nous-mêmes à ce moment-là. Et non, c'est pas mon pire souvenir de vie parce que ça fait partie de mon histoire, mais aussi de ma chair. C'est très très bizarre à expliquer. Pour moi, mon corps a porté 2 enfants et on garde toujours un peu à l'intérieur. Et pour toujours, voilà, j'aurais porté 2 enfants à l'intérieur et des fois intérieurement, outre que de l'extérieur, c'est ce qui fait ma force, mon histoire, moi, mes racines. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui peut-être se trouvent actuellement dans ta situation ou qui, dans le futur, peuvent se trouver dans ta situation, malheureusement? J'ai envie de dire qu'il faut prendre le temps, même si je sais pertinemment qu'on ne l'a pas beaucoup précisément dans les moments dans lesquels on se retrouve, si c'est typiquement comme ça en fin de grossesse. Prendre le temps, pourquoi? Pour rester OK avec ses propres valeurs et ses principes de vie. Parce que moi, les miennes sont très claires dans ma tête, mais elles peuvent aussi l'être très très claires dans d'autres têtes. Et la décision que j'ai prise ne sera pas forcément celle de tout le monde, mais en fait, il faut que la décision qui soit prise, vraiment, soit celle qui vient de vous, de ce que vous ressentez, de votre instinct, de ce que vous souhaitez. Pas prendre une décision parce que les médecins m'ont dit, parce que ma famille me dit, parce que non. Sinon, vous aurez de la colère toute votre vie envers ces gens-là. Ça va pas chercher plus loin. Donc, s'ouvrir d'esprit, s'ouvrir à tout ce qui peut se dire, mais toujours refaire un check-up avec qu'est-ce que moi je veux, quelles sont mes valeurs, ma foi. Et ensuite, réfléchir et prendre la meilleure décision qui collera à ce que vous êtes. Alors, on arrive déjà à la dernière question de cet épisode. C'est la question spéciale c'est comment. Donc là, qui va au-delà de ce que tu as vécu, mais vraiment en termes de vie, d'humanité. Si là, tu étais devant toute la planète et tu devais dire quelque chose en 1 minute, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu résumerais de cette épreuve, mais de tout ce que tu as vécu dans ta vie en 1 minute? Tu dirais quoi si là, tu pouvais parler à l'humanité? Je dirais qu'on n'oublie jamais que forcément, quand on vit des épisodes tragiques de vie comme ça, il y aura des hauts et des bas. C'est évident. Il y aura des choses de la vie qui vous ramèneront, qui vous rappelleront, qui vous feront faire des transferts. Et si vous pensiez que le livre était fermé, eh ben, réouvrez-le si c'est nécessaire. Parce que parfois, il y a besoin, il y a des choses qui n'ont pas été traitées. Et puis à l'humanité, je dirais d'être bien entouré des bonnes personnes et profiter de ces gens-là et de se ressourcer de ces personnes dans ces moments-là. Merci Amélie. Avec plaisir. Avant que je clôture cet épisode, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Merci à vous déjà de m'avoir accueilli parce que ça faisait longtemps que je voulais faire ça.
pouvoir parler de mon parcours pour aider d'autres plus tard. Montrer que parfois, même dans la tristesse, on peut faire des forces. Ne pas oublier que parfois, ça peut être triste et ça peut revenir. Mais ouais, merci à vous et puis merci aux gens qui sont encore là et qui sont apparus à ce moment-là de ma vie. Ouais. Merci, Avec plaisir et on les embrasse. vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi pour ce témoignage qui est très, très, très important sur un sujet très tabou. On n'en parle pas, donc on espère réellement que cet épisode de C'est comment vous aidera. C'est vrai qu'on ne se prépare pas à des événements comme ça dans sa vie, mais ça peut arriver. Et tu l'as dit aussi, hein, c'est quand on commence à en parler un petit peu autour de soi qu'on commence aussi à voir qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi vécu ça. Donc on espère sincèrement que cet épisode vous donnera en tout cas des éléments de réponse et vous aidera à vivre ce moment ou ce deuil dont vous allez devoir faire face. Est-ce que tu as quelque chose à dire de ton côté ? C'est comment, c'est aussi ça. C'est aussi parfois des épisodes lourds et des sujets importants, mais c'est aussi pour ça qu'on est là. On fait pas toujours des trucs fun. Parfois, on a besoin de parler de sujets importants comme celui-là. Donc, hyper content et honoré. Et merci encore d'être venu sur notre plateau. Et je te laisse conclure, mais je suis super fier. Ouais. C'est un beau sujet et qui devrait être de plus en plus abordé. Je pense que vraiment, c'est super tabou. Ouais, merci encore Amélie, merci à toi de m'avoir accompagnée plaisir. sur cet épisode comme d'habitude. C'est vrai que c'était un épisode qui était très émouvant. Merci beaucoup de ton témoignage parce que je pense que c'est nécessaire. Tu as su mettre des mots et quand on ne connaît pas, finalement, on a besoin aussi de savoir quelle est la réalité qu'il y a derrière. Donc, grâce à toi, je pense qu'on va toucher, c'est sûr. Merci à tous les deux. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, bref, vous savez où nous trouver. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao!